On commence donc par pourquoi on les a invités. D'abord parce qu'il était là ce matin, c'était bien, dans un débat avec Jean-Marie Charon dans les entretiens d'information, mais plus sérieusement, je vais, au nom de la couleur de ma moustache, revenir un peu en arrière. La première fois qu'on a fait une édition des Assises, il y a un rendez-vous aux Assises qui s'appelle « Ils se sont lancés cette année », où des gens viennent exposer leur projet éditorial ou ce qu'ils viennent de lancer. Et il y avait un garçon qui s'appelait Edoui Plenel, qui à l'époque était issu du monde du papier, ô combien, puisqu'il était responsable du Monde, qui est venu présenter un bébé qui s'appelait Mediapart. C'était en 2007 à Lille, il y en avait un autre, d'ailleurs, et Pierre Aski qui venait présenter rue 89. Les destins ont été différents, mais ça a été donc ça un peu le point de départ de l'histoire. Edoui est souvent revenu, puis Fabrice est arrivé, et puis il y a un garçon dont j'ai fait la connaissance plus tardivement, pour qui je dis « je » parce que de temps en temps, on a le droit de parler à la première personne, pour qui j'ai la plus grande estime, parce que je pense que c'est un de ceux qui a fait bouger aussi les lignes du journalisme, Franck Hanès. Donc. Alors, il est à la tête d'une multinationale qu'il a créée tout seul, donc je n'en ferai même plus le périmètre, mais Society, So Press, So Food, So Good, enfin, il fera lui-même l'apanage de tout ça, mais il y a une manière très différente d'aborder, mais les deux ont en commun la rigueur journalistique, la passion du journalisme, essayer de trouver de nouveaux publics, les nouveaux usages. Ils ont accessoirement, ça m'a amusé en faisant ils ont les mêmes initiales, ils doivent avoir à peu près le même âge d'ailleurs aussi. C'est le plus jeune. Hein. Qu'est-ce qui est le plus jeune? Fabrice. Ah bon? Bah ouais. Prenez vos micros, prenez vos micros, prenez vos micros. Et ils ont surtout quelque chose qui, pour nous, est indépendant, chevillé au corps, la question de l'indépendance des médias. Et à la fois de l'inventivité journalistique et l'indépendance des médias, puisque l'un et l'autre ont mis en place des systèmes, ça a été collectif, mais qui leur permettent d'assurer leur propre indépendance, et ce qui est suffisamment important pour être noté. Alors avant d'ouvrir le bal, je crois que Fabrice Arfi a quelque chose à vous dire par rapport à une discussion qui a lieu au sein de Mediapart, donc je lui laisse la parole. Merci infiniment, Jérôme. Oui, avant de discuter de le sujet de notre table ronde, je vous dois une forme de transparence puisque ma présence aux Assises a été questionnée et posée au sein de la rédaction à laquelle j'appartiens, où il y a eu des débats et des avis divergents qui se sont exprimés. Et il n'a pas été question pour moi à aucun moment d'annuler ma venue aux Assises du journalisme, s'agissant d'une discussion, d'une table ronde qui n'a à voir ni de près ni de loin avec Nicolas Hulot. Et donc j'ai voulu honorer votre invitation, dont je vous remercie, et remplir évidemment mon engagement à discuter, mais aussi dire pourquoi ce qui s'est passé face au mouvement qui a été initié par des consoeurs et des confrères peut légitimement interroger. Inviter Nicolas Hulot sur la responsabilité des médias face à la crise écologique, qui est un vrai débat, sans envisager de discuter du traitement journalistique, de la mise en cause publique de l'ancien ministre, alors que nous sommes aux Assises du journalisme, donner le sentiment du coup de peut-être fermer la porte à cette discussion pourtant légitime, parler de prise d'otage comme j'ai pu l'entendre, et laisser l'impression ou laisser entendre que la cause de la question climatique pouvait supplanter celle des violences sexuelles peut de fait interroger et être discuté. Cela n'enlève évidemment rien au fait qu'en retour doivent être discutés et débattus les arguments qui ont été développés en sens inverse. Et j'ai bientôt terminé. La question n'est évidemment pas celle de l'issue judiciaire du dossier Hulot, ni la place de l'ancien ministre dans le débat public. Personne ici, quels que soient les arguments développés, ne se rêve un destin de procureur ou de censeur, mais simplement d'avoir pu donner l'impression de reléguer la question des violences sexuelles à un débat secondaire, accessoire ou moins important qu'un autre. Voilà. Donc c'était le propos liminaire et je vous remercie de m'avoir laissé la possibilité de le dire, pas simplement en mon nom, mais puisque je ne suis pas que moi-même, je représente aussi une collectivité. Voilà, donc d'un mot, puisque on a échangé rapidement avec Fabrice avant ce débat, qui m'a dit qu'il souhaitait pouvoir lire ce texte, comme nous l'avons dit hier soir sur cette même tribune, évidemment, et je crois que personne ne peut imaginer le contraire, à aucun moment on a pu envisager
le fait que le combat des violences faites aux femmes puisse être mis simplement même en étalonnage avec la question de l'urgence climatique. C'est des combats qui doivent être menés avec la même vigueur et la même détermination. Je pense que ce n'est pas ici que nous aurons à en convaincre qui que ce soit. Donc simplement pour répondre à ton souhait, Fabrice, et que d'autres apparemment ont exprimé, de dire il y a là un sujet. Oui, effectivement, il y a un sujet. Malheureusement, on n'a pas pu avoir ce débat mercredi soir parce que les gens qui ont interrompu le débat où il y avait 650 personnes n'avaient aucune envie d'ouvrir un débat. Ils avaient juste envie d'empêcher que ce débat ait lieu, que cette parole ait lieu. Donc je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas le tenir de façon apaisée, sereine, ce à quoi nous croyons aux assises, avec suffisamment de distance. Mais ce que je te propose, ce que je vous propose, les uns et les autres, c'est qu'on se retrouve ici le 11, 12, 13 mai prochain pour la 15e édition des assises. Et donc, si vous en êtes d'accord, cette question qui est posée, non mais c'est collectif, si c'est du débat journalisme et citoyenneté, c'est du débat avec le grand public, bien que l'on revienne sur ce qui s'est passé là, avec le temps, sans tomber dans le manichéisme noir et blanc que j'évoquais hier, les gentils, les méchants, et ceux qui savent et la vérité, et ceux qui ne la savent pas. Et puis qu'on reprenne ça, parce qu'en plus, je pense qu'on aura les uns et les autres beaucoup de choses à dire sur cette crispation comme ça qui peut survenir en quelques jours autour d'un sujet majeur, et comment ça peut parfois abîmer les combats pour lesquels les uns et les autres se mobilisent, que de les traiter aussi mal, d'un côté comme de l'autre sans doute. Donc on a à tirer des leçons de ça, donc on fera ça, et rendez-vous sur cette partie du débat, notamment le 11, 12, 13 mai, pour faire un débat qui ait du sens. Alors, on revient au sujet. On revient au sujet. Donc, je le redis, moi ce qui m'intéresse, on a fait une formule quand même assez bateau, pardon, mais sur le monde d'après et le monde d'avant, mais je me suis dit qu'après tout, on sort quand même, c'est la première fois qu'on se revoit en vrai depuis ce tsunami qui nous est tombé sur la tête depuis 1 an et demi, et il se trouve que l'un comme l'autre, dans vos médias, vous avez inventé aussi pendant cette période, je vais peut-être commencer avec toi Franck, sur comment bon, ça a marqué les esprits, comment oser lancer des nouveaux médias dans cette période-là, tu vas en parler, comment ce succès invraisemblable de l'enquête du pont de Ligonnès. Est-ce qu'il y a, je vais rester sur cette idée-là, est-ce que vous vous êtes dit, tiens, on change de période ou c'est rien à voir, on s'adapte au terrain et on continue? Est-ce que l'un comme l'autre, vous avez dit dans vos médias, est-ce que cette crise sanitaire, pour prendre un terme générique, vous a poussé à bouger votre réflexion sur la manière de faire du journalisme et d'éditer des médias aussi? On va prendre un micro pour deux. L'autre doit marcher. Ouais, c'est juste moi qui suis... Si après on va dire que Fabrice, on coupe la parole à Fabrice. Donc. Ouais, ça marche. Je te rentre. Non, nous, ça n'a rien changé, en fait, bizarrement. Enfin, ça n'a rien changé. Je veux dire, en termes de conception du journalisme. C'est-à-dire que le journalisme, en soi, c'est le journalisme. Enfin, ça existe depuis longtemps. Ça n'a pas vocation à changer, en fait. Après, il y a différentes manières de le pratiquer et il y a différentes typologies de journalisme. Mais nous, notre conception du journalisme et ce qu'on sait faire, qui est d'ailleurs... Ce qui sont deux choses un peu différentes, parce qu'on peut avoir une conception du journaliste assez large, et puis savoir faire qu'une seule chose. Nous, par exemple, Mediapart fait des très bonnes enquêtes, on est moins fort en enquête, on est plus dans le reportage et essayer de raconter la vie telle qu'elle est. Ça, on sait bien le faire. Bon, bah, ça, on ne s'est pas dit depuis qu'il y a Covid, on va le faire différemment, on le fait exactement de la même façon. Alors, comme c'est quelque chose qui est très en prise avec la vie, nos vies et la vie des gens, du coup, forcément, il y a des choses qui sont amenées à être lancées. Donc, par exemple, So Good. Mais So Good était prévu en vrai avant, en fait. On avait prévu de lancer l'année d'avant. So Good, chacun voit ce que c'est So Good, ou peut-être peut dire un mot quand même. So Good, c'est un magazine dont l'objet est de mettre en lumière celles et ceux qui font avancer le monde. Donc, en gros, si on reprend une crise écologique, par exemple, il y a plusieurs façons de la traiter. Dans Society, on va plutôt... avoir un traitement purement critique et reportage, etc. Et en essayant de voir ceux qui provoquent cette crise écologique et ceux qui l'aggravent. Et dans So Good, on a plutôt tendance à aller chercher ceux qui essaient de trouver des solutions. Donc c'est du pur journalisme de solutions, on va dire, et de les mettre en avant pour essayer d'inspirer le plus grand nombre.
Bon, So Good, on a décidé de le lancer en novembre 2019. On avait décidé de le lancer en avril 2020. On s'était dit, tiens, on lance en avril un nouveau magazine. Bon, il se trouve qu'avec le Covid, on ne l'a pas lancé en avril, mais d'ailleurs, c'est pas tant le Covid que la crise de Prestalis qui faisait que si on lançait un magazine à ce moment-là, on ne voyait pas le résultat de nos ventes. Donc, c'était quand même problématique pour lancer des magazines. Donc, on a attendu 2 mois d'être sorti de Prestalis et de pouvoir lancer, je pense qu'on a dû lancer en juin, un truc comme ça. Donc, mais en soi, ça n'a rien changé. Alors, est-ce que ça n'a pas changé quelque chose de l'autre côté, d'ailleurs du côté des lecteurs? Est-ce que l'enquête sur Dupont de Ligonnès aurait eu, enfin, c'est une question à 100 balles parce que personne n'a la réponse, mais est-ce qu'elle aurait eu ce succès phénoménal qui a marqué les esprits si on n'avait pas été tous confinés, enfermés, qu'on avait besoin de lecture, de s'échapper? C'est évidemment une question un peu théorique puisque personne n'a la réponse, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'attente du public a changé pendant cette période-là? Honnêtement, non. Je pense pas. Je pense qu'elle aurait eu le même succès, et elle aurait eu le même succès si on l'avait lancé en avril ou si on l'avait lancé dans 6 mois, parce qu'elle touchait un truc très simple, c'est que c'était une affaire très connue, très médiatisée, où il y a eu beaucoup de choses écrites dessus, qu'à partir du moment où sur un sujet comme ça, que tout le monde connaît, et où j'allais dire presque personne n'attend rien en fait, c'est-à-dire que tu te dis, oh, encore un énième truc sur cette affaire, je connais tout. Quand tu arrives avec beaucoup de choses nouvelles, forcément, ça intéresse les gens. Mais je pense que c'est la même chose quand Mediapart sort une enquête sur un sujet que tout le monde connaît. S'il y a des vraies nouveautés dans l'enquête, forcément, ça fait un succès. Enfin, le terreau est quand même assez bon pour faire un succès. Fabrice, à Mediapart, vous êtes en partant de ce point de départ de dire, tiens, est-ce que ça va changer quelque chose dans nos pratiques, dans nos usages, dans les attentes de nos lecteurs? Est-ce que vous êtes interrogé sur ce moment particulier dont on sort, dont on ne sort pas d'ailleurs, dont peut-être on peut espérer de sortir? D'abord, un mot sur l'exceptionnel travail Dupont de Ligonnès. Enfin, ça me donne l'occasion de le dire. Non, mais je pense qu'il y a un phénomène d'été qui s'est passé, ça, sur la création de l'attention. Mais je dis l'exceptionnel travail parce que pour moi, c'est un exemple parfait qui permet en partie de répondre à la question posée par notre discussion. Un journal qui est capable, sur 2 éditions, de quasiment consacrer l'intégralité, si ce n'est l'intégralité absolue de sa pagination au récit d'une histoire, et à la fois, on a l'impression que c'est une prise de risque journalistique, mais c'est un immense respect du lecteur. Et c'est ça que je crois raconte comme une sorte d'invariant entre nos 2 histoires différentes, c'est un immense respect du lecteur qui est au centre des attentions éditoriales qui sont les nôtres. Ce qu'a fait Society, c'est ce qu'avait fait le New Yorker avec John Hersey qui raconte Hiroshima de la première à la dernière page d'une édition du New Yorker et qui est aujourd'hui, à juste titre, considéré comme l'un des summums, un Himalaya du journalisme mondial. Pour répondre à ta question sur la pandémie, oui, bien sûr, quand quelque chose percute autant nos vies publiques que nos vies intimes, je ne crois pas que dans nos histoires communes et dans l'avenir, on soit de nouveau confronté à quelque chose d'aussi politique qui concerne à la fois l'extérieur et l'intérieur de nos vies. Donc évidemment que dans ce qu'est la collectivité professionnelle d'un journal, ça bouscule tout, parce que ça bouscule tout intellectuellement et puis ça bouscule tout techniquement. Ce surgissement des mots détestables de distanciel comme ça dans nos vies et d'autres barbarismes ont fait qu'on a dû reconsidérer d'un point de vue ne serait-ce qu'opérationnel la pratique du métier. Mais pour aller plus loin dans la réponse, à Mediapart, on n'était pas particulièrement identifié comme étant en pointe sur les questions de santé publique. Non pas que nous ne traitions pas le sujet, nous avions un certain nombre de journalistes extrêmement compétents sur la question, mais là, la santé publique et la gestion par la chose politique, sans parler de la question intime de ce qu'est une pandémie, est devenu pour nous, comme pour tout le monde, un problème central, de sorte que l'intégralité de la rédaction s'est réorganisée autour de la question pandémique. C'est-à-dire qu'on a tous cassé nos habitudes. Alors, je ne vais pas dire nos rubriques, parce que nous sommes un journal, d'ailleurs, comme Society, qui s'est construit contre l'idée de la rubrique, sur l'idée de la compétence, sur l'idée de la plus-value, mais pas celle de la rubrique, et on pourra y revenir. Et donc, la totalité du journal s'est réorganisée autour de cela, avec quelque chose dont on a bien compris les enjeux assez vite,
c'est qu'une pandémie, comme toute crise majeure, redéfinit ce qu'est la notion de la vérité factuelle. La vérité, on ne sait pas ce que c'est. Ça. Moi, je ne suis pas curé, je ne suis pas philosophe, voilà. Mais on est journaliste, on sait ce que sont les vérités de fait, l'expression d'Hannah Arendt, et on a bien vu à quel point, que ce soit du point de vue du monde politique et de sa gestion de la pandémie, je peux citer les enquêtes de Mediapart sur les masques. On a quand même un pouvoir politique qui, pour masquer le manque de masques, a argué pendant des mois qu'un masque ne servait à rien dans la pandémie. Je vous regarde, vous avez tous aujourd'hui un masque, et c'est normal. Et on sait à peu près depuis une bonne centaine d'années que quand il y a des maladies respiratoires comme ça, des virus, le masque est utile. Et pourtant, il y a eu un mensonge qui a été organisé. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une pénurie. Et quand il n'y a plus eu la pénurie, du coup, c'était utile de mettre des masques. Ça, il a fallu pas simplement le constater parce qu'on voyait un tel à la radio qui pouvait le raconter, il fallait le documenter. Mais de l'autre côté, on a bien vu avec Didier Raoult et d'autres, le défi qui était lancé sur ce qu'est l'effacement de la frontière entre le vrai et le faux. Et à quel point le journalisme, dans un moment comme celui-là, a été requis pour que la raison et les faits ne soient pas subordonnés à des formes d'émotions tribales. Et donc, c'est à la fois une épreuve, mais c'est un moment formidable pour le journalisme, pour l'enjeu du journalisme, d'essayer de répondre à la mesure de nos moyens et de nos ambitions de ce qu'a été la pandémie. Et c'est ce qu'on a évidemment essayé de faire, comme d'autres, évidemment. Une toute petite incise, mais parce que ça m'avait beaucoup marqué quand j'étais venu dans les locaux de So Good pour te faire une carte blanche avec toi sur notre édition spéciale qu'on a tenue le 1er et 2 octobre dernier autour d'Informer au temps du Covid. De ces immenses locaux absolument vides, de se dire tiens, là bat le cœur d'une rédaction, et ça m'avait marqué. Et donc comment on bâtit une rédaction, c'est par nature un collectif, c'est les engueulades à la machine à café, c'est la conférence de rédaction qui se prolonge ailleurs, et tout d'un coup télétravail et tout le monde. Est-ce que à Mediapart, l'un et l'autre, est-ce que ça a été des choses que vous avez, tous les médias sont adaptés à ça d'une manière ou d'une autre, mais est-ce que ça a bouleversé vos usages de travail depuis ça, le fait d'être, alors peu importe l'ordre d'intervention, mais c'était quand même, je sais pas comment c'était, je suis pas à la Mediapart à cette période, mais c'était très saisissant. Le collectif rédactionnel, il était où ? Il était derrière des Zooms chez soi. Ouais, alors c'est assez particulier et c'est même assez problématique en fait, parce que effectivement, les habitudes de télétravail sont rapidement prises, et donc il faut essayer de raisonner un peu aussi ces habitudes qui sont rapidement prises et qui sont assez peu favorables à un travail efficace journalistique, malgré tout. C'est-à-dire que nous, il n'y a jamais eu de présence au bureau obligatoire, en fait. C'est ça qui est un peu le comble de ces histoires, c'est que Sopress, il n'y a jamais eu de présence au bureau obligatoire. Quand il y a eu la pandémie, il y a eu présence interdite, ce qui est différent, en fait. C'est-à-dire que tu dis pas aux gens, vous venez si vous voulez, et si vous voulez pas venir, c'est pas grave. Tu leur dis, vous venez pas, en fait. Et ça, c'est compliqué. Et après, tout à coup, tu te rends compte que, en fait, quand la présence n'était pas obligatoire, les gens venaient beaucoup. Et après pandémie, une fois que tu avais interdit la présence, les gens venaient un petit peu moins. Alors, c'est à la marge, mais tu sens que quand même, le côté, on a réussi à surmonter ce passage, on a réussi à travailler, à faire des magazines alors qu'on n'était pas au bureau, donc ne venons plus au bureau. Donc il faut réhabituer les gens peu à peu à revenir au bureau, mais sans les obliger, parce que tu ne peux pas passer d'un état qui était avant présence non obligatoire à aujourd'hui. Ça ne ferait aucun sens de dire présence obligatoire au bureau. Enfin, ça serait n'importe quoi. Donc c'est du management gentiment. Et à part, vous gérez comment cette question-là ? On l'a techniquement très bien géré. Puisque dans le week-end avant l'annonce de la fermeture des écoles et avant le premier confinement, le service technique a pendant un week-end entier travaillé à la création de rédactions en distanciel numérique. Chaque service avait sa salle Zoom, il y avait même une salle d'apéro Zoom où vers 18h les gens se retrouvaient pour boire l'apéro à distance. Et en même temps, c'est l'enfer absolu.
En même temps, c'est l'inverse de ce qu'est le sel et la vie d'une rédaction. Moi, je co-dirige un service qui est le service dit des enquêtes à Mediapart avec Michael Hachdenberg. L'intégralité du temps de présence, alors parce dans l'ancien monde, on disait qu'une bonne rédaction était aussi une rédaction vide, mais parce que les journalistes étaient en train de faire du reportage, de poser des questions, d'enquêter, pas d'être confinés chez eux. Mais l'intégralité du temps, quand nous sommes ensemble, c'est précisément en dehors des moments formalistes de la conférence de rédaction, de la réunion, etc., que, enfin moi c'est mon expérience, ça fait 22 ans que je fais ce boulot, que c'est là qu'il y a les meilleures idées, c'est là qu'il y a les meilleures discussions, c'est dans ces moments-là, dans ces interstices-là que naissent les meilleurs... D'abord des moments de camaraderie incroyables, mais les meilleurs moments d'échange d'informations, les meilleurs moments où se créent des mutualisations autour d'une enquête. On est toujours plus fort quand on fait une enquête à plusieurs que tout seul. Moi, vous savez, je suis vraiment pas dans la mythologie du journaliste loup solitaire qui écoute personne, qui trace son chemin tout seul. Je crois très fort à l'intelligence collective du journalisme. Et de ce point de vue-là, bah oui, le distanciel, l'interdiction de venir est un immense problème et défi qui a été posé à la pratique au quotidien de ce que peut être le journalisme, notamment dans un journal quotidien. Mais d'un mot, est-ce que ça va, tu penses que, enfin, il est trop tôt pour en tirer un bilan, mais est-ce que tu penses que ça va modifier vos usages de travail, ce qui vient de se passer pendant un an et demi? Marginalement, je crois. De ce que j'en vois, de fait, il y a des gens qui reviennent moins au journal. Mais après, il y a quand même un principe au sein du journal pour lequel je travaille qui est qu'on ne fait pas le bonheur professionnel des gens à leurs dépens. Donc, si des gens se sentent mieux chez eux pour travailler, on ne va pas les obliger à venir au journal. Ce qui compte, c'est d'avoir des bons sujets, des bons articles, que les gens se sentent bien, qu'ils apportent autant au journal que le journal peut leur apporter. Et j'ai l'impression marginalement, parce que je sens quand même un besoin d'énergie vitale à être ensemble pour discuter et gérer cette chose insaisissable qu'on appelle actualité. Et dont personne ne sait ce que c'est, l'actualité. L'actualité, est-ce que c'est ce qui se passe? Est-ce que c'est ce dont les gens qui ont le pouvoir de la communication parlent? Est-ce que c'est ce qu'on trouve nous-mêmes? Est-ce que c'est un peu tout ça? Je pense que c'est un peu tout ça mélangé. Et donc c'est quelque chose qu'on n'arrivera jamais à définir, jamais à vraiment saisir. Et c'est pour ça qu'on fait un quotidien pour courir après. Et on a besoin d'être physiquement ensemble pour réfléchir ensemble et produire ensemble. Une dernière thématique avant d'ouvrir les questions de la salle, mais c'est pas un peu pour élargir les pans de questionnement sur lesquels on avait envie d'avoir votre témoignage. Donc encore une fois, on estime aux assises que vous êtes de ceux qui ont fait bouger les lignes. Et en même temps, c'est assez curieux parce que Edoui Plenel, quand j'évoquais la fondation de Mediapart, vient du vieux modèle de l'écrit au sens strict et un de ceux qui défriche Internet avec une logique finalement, enfin je parle à titre perso, mais avec une logique éditoriale qui reste celle de l'écrit du long, et à Sopress c'est très troublant puisqu'on a l'impression au moment où on dit ça y est le monde du papier, le vieux monde, etc. Toi tu explores ça et tu privilégies le papier plus que tout autre support à une période où tout le monde disait il n'y a plus d'issue que sur Internet. Et puis aujourd'hui, vous les uns et les autres, vous vous tournez vers les podcasts, la rediversification. Donc est-ce que la question des supports, pour rester plus large, comment vous l'abordez, comment vous l'abordiez il y a quelques années, comment vous l'abordez aujourd'hui? Est-ce que vous continuez de dire oui, on a chacun nos supports et on doit creuser ça, ou bien c'est plus la question, on doit se diversifier sur tous les supports du journalisme? Non, nous c'est assez simple. En fait, moi je crois pas plus au papier qu'au digital, ou plus au podcast qu'au film, ou plus au... Honnêtement, j'en sais rien du tout. Ce que je sais, c'est que quand on n'a pas beaucoup d'argent, c'est plus facile de lancer un magazine papier, au départ. En tout cas, quand on est Sopress. Après, ça dépend des gens. Mais nous, en fait, on a une connaissance du kiosque, du point de vente, de ce qui fait qu'un magazine va être pris par le vendeur, puis pris par un lecteur ou une lectrice, qui fait qu'aujourd'hui, on prend moins de risques à lancer un média papier parfois qu'un média digital. Parce que exister dans l'océan Google, c'est compliqué, c'est parfois assez cher, il faut savoir se distinguer et tout le monde n'est pas Mediapart. Mediapart avait un axe et des personnalités qui étaient très fortes et qui pouvaient porter un projet qui était
très précis et qui pouvait générer de l'abonnement, parce qu'en fait Mediapart c'est ni plus ni moins qu'un magazine. C'est la logique, la différence entre Mediapart et Society, si ce n'est, enfin selon moi, si ce n'est l'angle de départ et puis le rythme, puisque Mediapart est quotidien et Society n'est que tous les 15 jours. Mais sinon, en vrai, c'est des gens qui payent pour lire un truc qu'ils trouvent bien. Et pour lequel effectivement on se montre très respectueux vis-à-vis d'eux et très exigeant vis-à-vis d'eux et vis-à-vis de nous-mêmes. Donc la différence, elle n'est pas très flagrante. C'est pas, on est sur un pure player, donc les gens payent pour acheter une information. Et je pense que ce qui est très important, c'est ça, c'est que les gens payent pour de l'information. Après, que ça soit en digital, que ça soit en papier, la différence, c'est juste combien tu as d'argent au départ à investir et comment tu peux exister dans un kiosque. C'est parfois plus facile d'exister que dans l'océan Google. Donc voilà, mais on a des médias digitaux, on a 2 sites internet, il y a d'autres projets digitaux ici qui sont des sites qui marchent très bien par ailleurs. Mais voilà, Society en l'occurrence, pour ce que ça devait être et ce que ça devait raconter, en digital on aurait fait un four. Et quand même, tu penses que vous seriez planté en digital? Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Fabrice? Non, mais je ne vais pas redire ce que Franck a très bien dit. Pardon de la métaphore culinaire, mais ce qui compte, c'est ce qu'on a dans l'assiette. Que l'assiette soit en bambou, en porcelaine ou en inox, ce qui compte, c'est ce qu'on mange. Alors après, le bambou, la porcelaine et l'inox ont des propriétés à eux. Internet a ses propriétés, le lien hypertexte, une sorte d'information en 3D, la possibilité d'avoir et de l'écrit et du son et de la vidéo, l'archive permanente qui est le lien hypertexte, un rapport au lecteur qui est plus immédiat, etc. etc. Mais ce n'est pas ça le fondement même des raisons pour lesquelles Society ou Mediapart ont vu le jour. C'est une certaine idée du journalisme, du rôle du journalisme dans une société qui a vocation à être éclairée. Avec une particularité au moment où nous, on est nés, c'est qu'on est arrivé avec un discours autour de la monétisation de l'information, qu'on pourrait plutôt dire la valeur de l'information, qui était à contre-courant absolu de la doxa, qui voulait que l'information sur Internet ne peut être que gratuite. Et nous, on est arrivés, et je dis nous, moi j'y suis depuis le début, mais je ne fais pas partie des fondateurs, donc Edoui Plenel, François Bonnet, Laurent Mauduit et d'autres sont arrivés avec le propos de dire, ben non, c'est la gratuité publicitaire, d'abord la gratuité sur Internet est une gratuité publicitaire, elle recouvre un certain nombre de pièges et de biais dans la production de l'information. Ça ne veut pas dire qu'il faut vouer aux gémonies les sites gratuits qui ne vivent que de la publicité. Ce n'est absolument pas le propos. Mais c'est simplement de choisir un modèle qui permet de garantir la double indépendance qui fait la force d'un journal comme Mediapart, je crois, qui est l'indépendance économique et qui est la première des indépendances et l'indépendance éditoriale. L'une et l'autre étant liées, qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons être très contents d'être un journal très rentable, qui dégage beaucoup de bénéfices. Et il n'y a pas de pudeur sur l'argent, et je pourrais répondre à des questions là-dessus, y compris même salariales, si ça intéresse les gens. On ne peut pas militer pour la publicité, pas la publicité commerciale, mais la transparence, même si j'aime pas beaucoup ce terme, et ne pas y répondre quand les questions se posent, et de produire cette information qui est, Society comme Mediapart, utile. C'est ça, pour moi, le mot le plus important dans notre métier, c'est d'être utile aux citoyens, c'est-à-dire à vous, à nous, et que notre boulot consiste à mettre sur la table des informations qu'on vous rend, en fait. Parce que ces informations qu'on appelle d'intérêt public, ce qui compte, c'est quand même le mot public, mais en fait, on vous les rend. Voilà, c'est un drôle de boulot qu'on fait, on est au courant de rien, on apprend quelque chose et on le transmet. Et on vous le rend parce que, après, c'est vous qui en faites ce que vous voulez dans la conversation publique. Il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Ça permet d'éclairer les conversations politiques, économiques, sociales, culturelles, tout ce qu'on veut, et de décider ensemble, dans la grande confusion et le grand bordel de ce qu'est la discussion, l'avenir d'une nation. Ça, j'ai un peu l'impression de dire à la fois des trucs tarte à la crème et d'utiliser des grands mots, mais je crois fondamentalement que c'est exactement ce qui nous lie et que la question en fait du médium n'est pas la plus importante, même si elle est importante. Alors, vous allez pouvoir prendre la parole. Juste un mot d'ailleurs par rapport au mot d'utilité, je réagis parce que ça, et la question de la gratuité, vous savez que nous avons aussi cette conviction partagée, pardon Fabrice d'avoir les convictions communes, mais sur l'utilité du journalisme.
Et donc, on a créé ce baromètre avec France Média Monde, avec Radio France, avec France Télévisions, avec le JDD, sur l'utilité du journalisme, justement pour aller dialoguer avec un autre outil de mesure qui est celui sur la confiance, en disant qu'on retrouvera la confiance avec nos publics qu'en se montrant utile et en prouvant cette utilité. Et vous avez peut-être écouté hier la présentation des résultats du baromètre 2021. Il y a un chiffre qui attire peu l'attention à chaque fois et qui, moi, me terrifie, c'est qu'à la fois, il y a quelque chose d'encourageant, c'est que 92% du public considère que le journalisme est utile. Le chiffre chute quand il s'agit de la pratique journalistique, mais surtout, il y a derrière une question, combien est-ce que vous êtes prêt à payer pour avoir une information de qualité? Il n'y a plus que 36% du public sondé qui dit que oui, une information de qualité doit être payante. Donc il y a là un sujet de société qui est chaque année posé, sur lequel on s'arrête à mon avis insuffisamment. Alors, qui souhaite d'entre vous, il y a des micros qui doivent pouvoir circuler, je dis ça de façon un peu théorique, parce que je ne sais pas si on en a des micros. Oui. Qui vous souhaitez prendre? Non, Tétanie. Vous ne souhaitez pas interroger de jeunes et élégants barbus? Barbu, oui, mais élégant, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, quand même, si. Moi, c'est jeune, surtout le problème. C'est ça, ouais. Non, mais alors, en attendant la question, parce que vous savez que la mauvaise question, c'est celle qu'on ne pose pas, pour rebondir sur ce que tu disais, là, sur la valeur de l'information, c'est vrai que parfois, on a l'impression de mettre le doigt sur un défi cognitif du lecteur citoyen, en fait. Ça viendrait à l'idée de personne, je crois, de rentrer dans une boulangerie, de prendre une baguette et de partir sans payer. Je pense que tout le monde sauf des gens qui décident de tracer leur vie en dehors des limites fixées par le code pénal. Je crois. Bon, alors pourquoi ça devrait être différent par rapport à l'information? Alors il y a la question qui en effet se pose. Bah oui, mais l'information c'est un bien public et la gratuité c'est démocratique. C'est un argument qu'il faut recevoir. Et on peut dire bah oui, mais le service public par exemple. Qui n'est pas gratuit, je vous rappelle, parce que voilà, le service public. Moi qui suis un enfant du service public, je vous rappelle que c'est les citoyens qui le payent au travers de leur fiscalité. Le service public, c'est l'impôt qui le paye. Et l'impôt, c'est pas n'importe quoi, c'est la partie publique de notre argent privé. C'est magnifique. Alors bon, on peut considérer qu'on en paye trop, ça c'est un débat politique, mais c'est sublime. Et quand, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais sous la présidence Sarkozy, un président de Radio France avait parlé de Nicolas Sarkozy parce qu'il y avait des sujets qui déplaisaient à l'Élysée, au château, devrais-je dire, et que ce président de Radio France a dit l'actionnaire n'est pas content, mais en fait l'actionnaire, c'est pas le président ou l'État, en fait l'actionnaire, de fait, ce sont les citoyens. Le service public est au service du public. Et quand on parle de la gratuité des services qui ne sont pas publics et des groupes privés, ben, ils sont financés par la publicité. Et on a des gens comme le président du groupe M6 qui, sur le plateau de Canal+, a assumé parfaitement de dire « mais moi, je ne fais pas d'enquête ou je ne publie pas d'informations sur mes annonceurs, qui dérangent mes annonceurs ». Donc, il y a ce cynisme-là qui a quand même l'avantage de la franchise, qui est de dire « bah oui, voilà, messieurs, dames les citoyens, on vous prive des informations pour des raisons d'intérêt particuliers et privés ». Ce que je veux dire par là, c'est que quand on est un citoyen, consommateur d'informations, on a parfois, et c'est bien normal, et c'est à nous d'en faire la pédagogie, je crois, pas toujours conscience de ce que le modèle économique a comme impact sur la production de l'information. Voilà. Et il ne s'agit pas de dire que c'est blanc et noir et que c'est pas ça. Mais quand vous êtes un site internet intégralement gratuit, financé à 100% par la publicité, et que, je dis n'importe quoi, hein, 30% de votre chiffre d'affaires dépend de la publicité du groupe Areva. Vous devez payer des salaires, les gens ne travaillent pas gratuitement. Hein. Bon. Personne ici ne voudrait travailler, je pense, gratuitement. Bon. Eh ben, est-ce que, d'intuition, naturellement, on va se dire, tiens, je vais enquêter sur l'uranium, l'extraction d'uranium dans certains pays africains par Areva, les affaires Uramine, la corruption qu'il y a derrière, les paradis fiscaux, etc. Ça peut être compliqué. Et est-ce qu'on peut en vouloir? C'est pas forcément de la censure, ça peut être la pire des censures, c'est l'autocensure, la censure avant la censure, une espèce de censure intime. Voilà, la gratuité a aussi des conséquences sur... Quand on vise simplement de la publicité, uniquement de la publicité, on n'est plus dans une logique de public,
On est dans une logique d'audience, d'audimat. Pourquoi? Pour une raison très simple. Parce que les annonceurs, et on ne peut pas leur reprocher, ce qu'ils veulent, c'est mettre des pubs là où il y a le plus de gens qui les regardent. C'est leur boulot, c'est normal. Et donc vous, ce que vous devez faire, c'est produire une information qui va créer cet audimat. Et donc vous ne recherchez plus la construction d'un public qualifié, mais la construction d'un public le plus nombreux. Et du coup, les émotions tribales dont je parlais tout à l'heure, on se fait affaire du mauvais buzz, du spectaculaire, du sondage complètement débilos. Enfin, vous voyez tous des sondages absurdes sur les sites, quels qu'ils soient, peu importe. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous répondez oui ou non, ça fait du clic, donc ça fait de l'audience. Pendant longtemps, on a vu des portfolios sur les sites internet, les photos de la journée, et qui n'avaient aucun intérêt particulier. Mais pourquoi il y avait? Parce que quand tu passais de la photo 1 à 2, 2 à 3, 3 à 4, ça faisait du clic, etc. Voilà. Et donc, du coup, on se dit, on va plutôt faire des papiers plus courts, avec des gens on va faire plus de papiers, parce que s'il y a plus de papiers plus courts, les gens vont plus lire, parce que ça va faire plus de clics. Donc, on aura plus de pubs. Mais ça veut dire que, du coup, vous avez moins de temps pour faire des reportages, ou pour enquêter, ou pour produire de l'information nouvelle, utile, avec de la plus-value qui sort du blabla et du commentariat. Voilà. Donc, tout cela ne sont pas des choses dont on discute à l'école ou même dans le débat public en dehors d'enceintes comme celle-ci, et peut en partie expliquer, mais en partie seulement expliquer, le fait que pour beaucoup de gens, le journalisme est utile, mais qu'on a du mal à se dire il faut bien que je le paye comme ma baguette de pain qui m'est aussi, pour certains, en tout cas en France, parfois vitale. Mais ce n'est pas la seule raison. Ce serait faire une auto-absolution de la responsabilité du journalisme vis-à-vis de la défiance et vis-à-vis du public. Enfin, pardon, je suis un peu long, s'il y a des questions, levez la main, parce que je peux parler longtemps, mais quand je vois aujourd'hui qu'il suffit qu'un polémiste qui se dit candidat à la présidentielle déclare que Pétain a sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, et que du coup, dans les médias, les sujets, c'est est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Mais bon Dieu, s'il y a quelqu'un qui va dire la Terre est plate, on va faire des sujets sur rotondité de la Terre, 2 points, les avis divergent. Et on a besoin, on le sait, les faits sont là. Oui, mais c'est dramatique, là. C'est un glissement qui nous entraîne, je crois, vers vraiment des abîmes. Et les journalistes sont responsables face à ça. Alors, une question là. Oui, bonjour. Je voulais juste savoir, peut-être pour relier tout simplement à la thématique des assises, quelle place vous envisagez de donner dans vos pages aux problématiques environnementales et climatiques à moyen terme? Et actuellement, puisqu'on a évoqué les questions de modèle économique, est-ce que ce sont des sujets qui marchent? Est-ce qu'ils ont une audience? Et voilà, quel état des lieux vous en faites? Écoutez, madame, votre question est merveilleuse, parce que, comme malheureusement, je vois que je ne me rendais pas compte, l'heure tourne et que nous avons un timing assez serré cet après-midi. Je voulais vraiment qu'on ne se quitte pas sans que vous évoquiez cette question-là, et notamment vous deux, dans vos médias, à la fois la question de madame qu'il n'y a pas à toucher, et aussi la question qu'on a beaucoup posée dans les ateliers pendant ces 3 jours. Est-ce que votre responsabilité d'entrepreneur, de média, c'est-à-dire est-ce qu'un média zéro carbone, c'est possible? On avait le Guardian, on avait un certain nombre de rédactions qui étaient là, des rédactions suédoises qui ont dit leur choix de ne plus prendre l'avion. Est-ce que ces questions-là, vous les posez? Est-ce que puisque le GIEC disait on n'a plus que 10 ans pour faire bouger, est-ce que vous vous réorganisez dans vos manières éditoriales, vos pratiques éditoriales par rapport à cet enjeu climatique? Et on se quittera peut-être sur ces aspects-là. 2 questions en une, du coup. Alors, pour la question de la place des sujets liés à l'urgence climatique, nous, ils ont déjà une place assez régulière. Il y en a dans chaque numéro de Society quasiment depuis le début. Et il y en a dans So Good, forcément, à chaque fois. Il y en a moins dans SoFoot, j'avoue. Et encore, de temps en temps, ça s'immisce dans les pages de SoFoot aussi. Donc, c'est dire si... il y a urgence et il y a problème. Donc voilà, comme tous les grands faits de société, c'est quelque chose qu'on traite avec beaucoup d'attention et d'exigence. Et après, sur les pratiques, alors je vais être tout à fait honnête, je pense que si on n'avait pas lancé So Good, on serait beaucoup moins vertueux aujourd'hui qu'on ne l'est. C'est-à-dire que le fait même de réfléchir à un média comme So Good et donc de nous poser la question de nos approvisionnements, de la distance à laquelle on s'approvisionne en papier, par exemple, etc., fait qu'on essaie aujourd'hui d'être le plus vertueux possible. Ce qui ne veut pas dire qu'on l'est absolument, loin de là, et comme tout à chacun, mais
on y travaille, en tout cas de manière assidue. Parce que, oui, ça veut dire quoi? C'est-à-dire s'occuper du papier, des encres, du lieu de production, de la colle, des blisters, de la colle. De la colle, du blister, de plein de choses. Donc par exemple, on a innové avec plus ou moins de succès d'ailleurs, en faisant une partie de nos magazines abonnements sans blister, sans enveloppe, sans rien, en imprimant les adresses directement sur la couverture. Ça a une vertu qui est que tu n'utilises pas de plastique. Ça a un inconvénient, c'est que parfois le magazine arrive un peu abîmé chez les gens, forcément. Donc tu essaies de trouver le juste milieu. Et ce qui est marrant, et ce qui est assez encourageant d'ailleurs, c'est que des lecteurs nous signalent régulièrement que du coup, ils ont reçu leur magazine abîmé pour certains d'entre eux. Alors c'est pas tous, je vous rassure, continuez à vous abonner. Il y a des magazines qui arrivent entiers, ou aller au kiosque, c'est encore mieux. Mais il y a des magazines qui arrivent défectueux. Et je vais sortir un pourcentage n'importe quoi, mais une bonne partie des gens qui signalent le problème, quand tu leur dis OK, on va vous renvoyer un numéro, disent non, t'inquiète, c'est pas grave en fait. On préfère que vous n'utilisiez pas de plastique et l'avoir un peu abîmé par le passage de la poste que donc il y a une évolution quand même donc il y a aussi l'attente du public. Après on a un lectorat qui est quand même ciblé, concerné, ouais. Enfin, disons que c'est malheureusement pas tout le monde. Tout le monde ne lit pas ni Society ni So Good. J'aimerais bien, mais ça viendra peut-être. Mais en tout cas, c'est un lectorat avisé et concerné. Donc du coup, bon, c'était peut-être plus simple. Mais quand même, je pense qu'il y a 3 ans, on n'aurait eu que des insultes en fait, de gens qui nous auraient dit ouais, mon magazine il est arrivé, c'est n'importe quoi. Et là, quand même, on sent en tout cas que les mentalités évoluent peu à peu. Merci Franck Ganaise. Fabrice, un mot par rapport à cette mise en ligne éditoriale face à l'urgence climatique? Non, c'est très divers. Il y a des sujets, c'est comme tout en fait. Il y a pas, on peut pas dire l'écologie ou en tout cas le sujet climatique marche ou marche pas. Il y a des numéros qui ont très très bien marché, il y a des numéros qui ont moins bien marché. En termes de couverture, quand on a fait Greta Thunberg, et à l'époque personne ne parlait d'elle, ça a vraiment très très bien marché, alors que c'était une gamine inconnue qui faisait juste des manifestations devant son école. Quand on a fait une couverture à contrario pour expliquer que le sujet était sur la table depuis très longtemps, à l'occasion de la sortie d'un livre qui en parlait, le numéro a moins bien marché, par exemple. Alors, est-ce que parce que la couve était moins sexy? Est-ce que parce que la période à laquelle il est sorti? C'est très difficile de savoir pourquoi un magazine ne marche pas. Pourquoi il marche, souvent on sait. Pourquoi il ne marche pas, malheureusement, on ne sait pas toujours. Mais des fois, après, nous, on a une base quand même assez flat. Quand même, donc, c'est jamais des catastrophes, ce n'est pas les montagnes russes. Mais bon, il y a des numéros qui marchent moins bien que d'autres. Mais après, c'est pas lié au sujet climatique, en tout cas, ou à l'écologie. Fabrice. C'était le livre Perdre la Terre, c'est ça? Exceptionnel. Aux éditions du Sous-sol, pour ceux que ça intéresse. Oui, alors très rapidement, est-ce que c'est un sujet d'intérêt pour le journal? C'est un sujet d'intérêt majeur. Il y a au moins 3 personnes dédiées à temps plein à la chronique de cela au sein du journal, mais en réalité, c'est une question qui a vocation et qui doit irriguer et qui irrigue l'intégralité des services du journal. C'est une problématique qu'il ne faut pas rubricardiser. La question climatique, elle se pose quand on est au service économie, quand on est au service politique, quand on est au service société, quand on est au service des enquêtes. Voilà, c'est partout en fait. Donc, première question, oui. Est-ce que ça a du succès auprès de nos lecteurs? En réalité, nous, on n'a aucune étude quantitative sur le succès d'un article. On fonctionne à l'abonnement. On est moins sujet d'ailleurs à regarder ce qui marche ou ce qui ne marche pas, même si on est un quotidien au jour le jour. Parce que, bien sûr que parfois, si on révèle des grosses histoires ou qu'il y a des événements importants, on voit des pics d'abonnement dans une journée et on arrive à faire la corrélation. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas que ça n'intéresse pas. Ce qu'on sait, au regard de ce qui se dit sur les forums de Mediapart, de quand on fait un festival, que les gens viennent discuter, etc., c'est un sujet, évidemment, majeur des préoccupations de ceux qui nous lisent. Ensuite, quant à notre propre pratique, pour tout ce qui est la vie interne de bureau, on essaye au maximum de moraliser nos pratiques vis-à-vis de la question environnementale. C'est sur des choses aussi
qui peuvent paraître accessoires mais qui ne le sont pas, que le papier. On travaille avec une association qui s'appelle les Joyeux Recycleurs, donc on recycle tout, que ce soit le marc de café, voilà, il y a des poubelles en carton précises pour chaque chose, etc. Est-ce que vous avez des toilettes sèches à Mediapart? On n'a pas de toilettes sèches à Mediapart. Bien sûr qu'on peut se poser la question, y compris des déplacements. D'ailleurs, chacun a un rapport différent à ça. Jade Lingard, chez nous, est, je ne veux pas parler en son nom, mais très économe, si ce n'est plus, ou peut-être ne prend-elle plus du tout l'avion aujourd'hui, parce que c'est sa liberté individuelle. Mais en revanche, jamais, je crois, nous aurons un code interne pour dire qu'il ne faut pas prendre l'avion pour aller couvrir un événement à 10 000 km, parce que c'est ontologiquement notre boulot d'être sur place et de raconter ce qui se passe. Mais ça n'empêche pas d'avoir à réfléchir sur est-ce qu'on prend le train, est-ce qu'il faut louer une voiture, est-ce qu'on peut ne pas louer de voiture et plutôt prendre le train, la seule solution c'est l'avion. Oui, ce sont des réflexions que nous avons et que nous avons vocation à avoir de plus en plus. Un grand merci à vous deux pour ce partage d'expérience.